À présent, passons au test basé sur l'expérience. On va commencer déjà par l'estimation d'erreurs, connaissance des erreurs précédentes. On va pour estimer les erreurs. On va se baser sur les connaissances précédentes. Donc, comment l'application a fonctionné ultérieurement, quel type d'erreurs les développeurs ont tendance à faire et les différences qui sont produites dans d'autres applications. Les défaillances, pardon, qui se sont produites dans d'autres applications. Ensuite, on va créer une liste d'erreurs et de défaillances possibles. Et enfin, on va concevoir des tests qui exposeront ces défaillances et les défauts qui les ont été causés. Et le tout sera testé par des experts. Alors, l'estimation d'erreur, c'est une technique basée sur l'expérience communément utilisée. Généralement, les testeurs anticipent les défauts sur la base de leur expérience. Une technique de conception de test où l'expérience de testeur utilisée pour anticiper les défauts peuvent être présentes dans le composant ou le système en cours de test, comme résultat des erreurs faites, et pour concevoir des tests spécifiques afin de l'exposer. Là, c'est vrai que je lis beaucoup, mais en fait, c'est une définition qui est assez longue. En effet, si vous voulez, donc on va la couper. C'est une technique de conception de test où l'expérience du testeur, elle va être utilisée pour anticiper les défauts qui peuvent être présents dans le composant, dans le système, en cours de test, comme résultat des erreurs faites. Et pour quelles raisons? Pour concevoir des tests spécifiques afin de les exposer. Voilà, alors on a l'attaque. On va l'attaquer par faute aussi. C'est une approche structurée pour les techniques d'estimation d'erreurs. Le but, c'est de d'énumérer une liste d'erreurs de défauts possibles et de concevoir des tests pour mettre en évidence ces défauts. Du coup, ça, c'est une tentative qui est dirigée et ciblée, qui permet d'évaluer la qualité et en particulier la fiabilité d'un objet de test, en essayant de provoquer l'apparition de défaillances spécifiques. Donc, dans tout ça, c'est assez complexe. On va rentrer un petit peu dans les détails tout à l'heure. On a enfin les tests exploratoires. On a des tests informels, non prédéfinis, qui sont conçus, exécutés, enregistrés, évalués dynamiquement pendant l'exécution des tests. On a les résultats des tests qui vont être utilisés pour non seulement en apprendre davantage sur le composant, les systèmes, mais aussi créer des tests pour les parties qui pourraient avoir besoin de plus de tests. Ça, si vous voulez, c'est très utile lorsqu'il y a peu de spécifications, alors que les spécifications sont inadéquates, ou encore quand les contraintes de temps sont importantes sur les tests. Du coup, c'est également utile pour compléter d'autres techniques de test plus formelles. Une fois qu'on a fait pas mal de tests, il peut arriver qu'on prenne peut-être une semaine ou encore une semaine ou plus. C'est assez long quand même dans un projet. Et là, on va dire, allez, en effet, on a déjà fait tous les tests. Et là, on essaie d'improviser d'autres tests qui n'étaient pas prévus, chercher d'autres trucs à tester, chercher des anomalies. Amusez-vous à tout tester en vrac. C'est un petit peu ça, les tests exploratoires en gros. C'est pour schématiser, mais voilà, en gros, donc là, on a un exemple de charte. Donc, pour résumer, les tests exploratoires, c'est quoi finalement? C'est faire de la conception et l'exécution des tests en même temps. C'est des tests qui sont toujours différents, c'est des tests ciblés avec un objectif et des tests qui dépendent du testeur. Enfin, ce sont des tests documentés. Donc là, on vous a mis un exemple voilà, avec le périmètre des tests exécutés et les anomalies rencontrées. Connaître les résultats de la campagne et elle donne des informations finalement qui a exécuté les tests. Quels tests ont été exécutés ici? Uniquement l'essence du test, c'est son but et son objectif du test. Bien évidemment, quelles anomalies ont été trouvées? Combien de temps a duré la campagne? Hein? Donc, c'est défini en amont et quel était le but de la campagne finalement? Qui a défini en amont? Qui a été défini en amont? Ça peut être, par exemple, couvrir un risque, fonctionnalité. Alors, cette charte-là, qui est archivée après la campagne, elle va permettre d'obtenir l'information qu'on attend des tests de validation, mais aussi de garder des preuves de test, de ce qui pourra toujours servir pour identifier une potentielle régression. Donc finalement, ça a quand même une certaine utilité. On n'a fait pas des tests exploratoires pour rien, hein. On va l'archiver après la campagne et on pourra le réutiliser pour identifier des potentielles régressions.
Maintenant, les tests basés sur les checklists. Donc, je pense que savez ce que c'est une checklist. Si vous savez, quand il y a une liste et qu'on coche en V, là, les testeurs, ils conçoivent, ils implémentent et ils exécutent les tests pour couvrir les conditions de test qui figurent dans une checklist. Au cours de l'analyse des tests, au cours de l'analyse, les testeurs, ils vont faire plusieurs choses. Ils vont tout d'abord créer une nouvelle checklist ou alors ils vont compléter une checklist qui existe déjà. Et ils peuvent également utiliser une checklist existante sans modification. Sans modification. Les checklists, il faut savoir qu'elles peuvent être construites sur la base de l'expérience. Les checklists, elles peuvent être créées pour prendre en charge différents types de tests, donc y compris les tests fonctionnels et non fonctionnels. Enfin, en l'absence des cas de tests détaillés, les tests basés sur la checklist, elles peuvent fournir des lignes directives et un certain degré de cohérence. Donc là, on a un modèle de test basé sur la checklist. On a les erreurs d'entrée et de sortie, hein. Donc on se pose la question, si tous les variables d'entrée sont utilisées, est-ce que toutes les variables de sortie sont initialisées avant la sortie? Et est-ce que les valeurs d'entrée non prévues, elles peuvent corrompre le système ensuite? On a la partie d'erreur d'interface. Est-ce que tous les appels de méthode ou de fonction ont bien le nombre correct de paramètres? Les paramètres actuels en formel et formels. Est-ce qu'ils ont la même sémantique et les paramètres et ce qu'ils ont sont, est-ce qu'ils sont dans le bon ordre? Ensuite, on a les erreurs d'accès à la mémoire. Je donne par exemple à chaque fois les changements d'une structure modifiée. Est-ce qu'ils modifient correctement les liens? Et est-ce que la mémoire dynamique, elle est bien allouée et initialisée? Ou est-ce qu'elle est plutôt libérée? Et enfin, la gestion d'exception. Ben là, c'est toutes les conditions d'erreur qui ont été générées par des messages dans le tableau qui est affiché. Merci pour votre écoute.